Salut tout le monde, c'est le Capitaine Crochet pour une nouvelle vidéo movies, une nouvelle vidéo cinéma. Ça faisait longtemps et c'est un pur plaisir d'en refaire une, de parler des films que l'on aime. Et oui, parce que je ne suis pas seul, je suis évidemment accompagné par un acolyte indispensable pour parler de ce film. C'est le grand frère qu'on rêve tous d'avoir qui nous emmène à un concert de Billy Idol. C'est Alex de La Fuite en vidéo. Salut Alex. Salut Captain. Ça fait bien plaisir, ça fait bien plaisir de te retrouver aussi. D'autant qu'on me parle régulièrement, évidemment, de toi et de nos collaborations, celles notamment que je partage sur ma chaîne, comme ça après ils peuvent aller découvrir la tienne et vice versa. Et c'est souvent sur les lives qu'on a fait musicaux, mais aussi sur ceux qu'on a fait sur John Candy ou d'autres trucs comme ça. Et c'est vrai qu'il y a toujours une ambiance vraiment très cool et qui plaît aux gens. Ça fait super plaisir. Ah, ça fait super plaisir. Et j'ai reçu des messages aussi de gens qui étaient très heureux de nous retrouver, comme notre ami Stéphane. Salut Stéphane. Le Stéphane GOAT. Le GOAT. Le GOAT des chats et des... Voilà, et il y a Gab, il y a Tikeo qui sont déjà avec nous. C'est le retour de nos lives cinéma, des films que l'on aime. Et quelque part, on fait même la suite d'une vidéo que nous avions fait ensemble avec notre acolyte aussi, Fouad, de l'heure magique qu'on salue, sur, il y a quelques années de ça déjà, oui, parce qu'on voilà, on est des vieux de la vieille sur YouTube, sur l'épisode Back to the Future 3. Voilà. Nous avions fait une vidéo spéciale concernant ce film, voilà, et l'amour de la saga que nous avions, et spécialement de cette conclusion de saga. Et aujourd'hui, avec toi, Alex, finalement, on va faire une vidéo spéciale Michael J. Fox. Pourquoi? Parce que Michael J. Fox, à ce moment de l'histoire, nous sommes donc en 91, et il sort d'une saga qui, à mes yeux, certainement tien, est une des plus grandes, voire la plus grande saga du cinéma. Et donc, il a après Rocky, quand même. Pardon, excuse-moi. Évidemment. C'est pas moi qui vais te dire le contraire. Je sais, c'est pour ça que je te caresse dans le sens du poil. Je sais très bien que tu vas valider, mais non, mais c'est une des plus grandes, c'est un fait. Enfin, je pense même que c'est évidemment. Et Michael J. Fox a l'aura d'une méga star, finalement, d'une grande star hollywoodienne. Et quels vont être ses choix? Quels vont être ses choix après ça? Là, c'est toujours un petit peu la problématique de la grande star qui doit faire un choix de carrière. Et est-ce qu'il va breaker, comme on dit au tennis, ou pas? Et finalement, on va parler d'un film que l'on adore, La manière forte, de Hard Way, qui, quelque part, parle de ce choix de Michael J. Fox. C'est incroyable. Ouais, c'est vrai. Un film complètement méta déjà à l'époque. Et voilà, regarde, Gab nous dit enfin un épisode sur le meilleur body cop movie. Et il a pas tort, Gab. On est très proche de quelque chose de très grand avec la manière forte. Donc, Alex, toi, La manière forte, ta découverte et comment dire, ton premier visionnement, tu t'en souviens? Ouais, je m'en souviens parce que je suis allé voir au cinéma et j'allais dire bien sûr, mais en fait j'aurais pu aller le louer, mais de mémoire je suis allé le voir au cinéma. D'ailleurs, c'est drôle parce que en fait j'étais surtout allé le voir et je vais faire un peu ce qui va être intéressant, c'est que on adore ce film, mais peut-être on a un regard un tout petit peu différent et du coup totalement complémentaire sur celui-ci. Et quand je l'ai revu pour me rafraîchir la mémoire, ça m'a encore plus frappé. Mais du coup, moi, j'étais allé le voir surtout pour James Woods que j'avais découvert peu de temps avant dans Cop. D'ailleurs, j'ai ressorti pour ceux qui l'ont pas vu, c'est un truc que je recommande de ouf. Voilà, un polar ultra dur. Alors là, par contre, l'adaptation d'un James Ellroy, je crois, et où James Woods est incroyable. Enfin, moi, il m'avait vraiment énormément impressionné.
Et puis bon, après, je l'avais vu dans quelques autres films. Et donc, j'étais super étonné parce qu'à la limite, voir Michael J. Fox dans un rôle un peu avec des vannes, un peu rigolo. Et d'ailleurs, dans La Manière Forte, il est pas très loin dans son acting, je veux dire. On retrouve un peu Marty. Enfin, c'est un peu voilà, il est un peu sautillant, tout machin, tout naïf, tout. Voilà, on retrouve quoi le Michael J. Fox qu'on a aimé dans Retour vers le futur, même s'il joue un rôle différent. Mais il n'est pas du tout aux antipodes. Enfin, ça, je pense pas qu'il ait fait un énorme travail pour changer d'attitude, etc. À l'inverse, moi j'étais très surpris de voir James Woods là-dedans. Et donc je l'ai vu et j'ai énormément aimé et j'ai été assez surpris, je dois dire, mais ça on va sans doute en reparler, par le jeu d'équilibriste du scénar et de ce film, qui, un peu comme pas mal de comédies que toi et moi, on aime beaucoup de cette période-là, parce qu'on est en 91, donc les années 80 sont encore là, hein, on va pas se mentir. Ouais. Et c'est-à-dire où c'était pas que des comédies, il y avait également quand même à chaque fois une lecture qui était potentiellement un peu plus dure ou des choses comme ça. Et je trouvais ça super intéressant. Après, il y avait le fait aussi qu'il y avait l'argument un peu publicitaire de dire on a un peu parodié. Alors à l'époque, il n'y avait pas les buddy movies, il y en a plein qui n'existaient pas encore, mais on avait déjà eu 48 heures, qui était quand même un chef-d'œuvre absolu avec Nick Nolte et Eddie Murphy. Et puis L'Arme Fatale, évidemment. Donc là, on se disait, tiens, c'est intéressant, quoi. Et donc, vraiment gros coup de cœur. En plus, c'était un... Bon, alors moi, je fais pas partie des gens qui aiment La fièvre du samedi soir, là, c'était le Night Fever, mais le réal me plaisait bien aussi, John Badham. J'avais vu Short Circuit. Tu arrives tout de suite, regarde. Il est là. Ah, magnifique. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette affiche. Elle est magnifique, cette affiche. Et surtout, et je sais que tu aimes ce film, Étroite surveillance. T'es trop fort, mec. Tu me fais plaisir. Les deux. Alors, mais la plus belle affiche, c'est celle-là. Mais donc, je vais les deux Étroites surveillance, c'est DVD de mendiant, hein, fidèle à ma répute. Mais ces deux films, et le 2 est très bien d'ailleurs aussi. Donc bref, il y avait un truc, il y avait aussi celui-là, je m'en souviens moins bien. Il y avait aussi celui-là, ouais. Comme un oiseau sur la branche. Ouais. Celui-là, il m'avait moins plu, j'avoue. Je l'ai revu il y a... War Games, magnifique. Putain. Incroyable, parce que John Badham, finalement, et d'ailleurs... On n'en parle jamais de ce mec. Hein. Mais Alex, quelque part, il mériterait qu'on fasse, et on fait un appel à nos copains youtubeurs, mais il mériterait qu'on fasse un live John Badham, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un mec qui est quand même impressionnant. Et alors, ce qui est fou, c'est que j'ai vu, tu vois, pour préparer, enfin, en regardant pour ce soir-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Et j'ai vu qu'il a arrêté de réaliser très tôt, en fait. Donc, il y a une éternité, quoi. Et il fait, alors, non, c'est pas vrai ce que je dis. Il réalise, mais uniquement des épisodes de série. Ouais. Et il en a fait beaucoup. Mais il ne fait plus de long métrage. C'est dommage. Mais après, visiblement, il s'est épanoui dans l'univers des séries américaines, etc., etc. Mais ouais, Dom. Tout à fait. Donc voilà, donc gros coup de cœur et vraiment, en plus je me souviens qu'il y avait ça marchait pas mal. Alors après j'ai regardé, j'ai vu que le film il a rapporté, je crois, plus de 60 millions de dollars pour un budget de 20, donc ce qui pour l'époque tout à fait correct. Et il avait une plutôt bonne presse, même si durant ma vie après, j'ai constaté que pour pas mal de gens, c'est un film médiocre. Et je suis pas tout à fait d'accord. C'est pour ça que je suis ravi de... Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui disent oui, enfin bon, c'est quand même vraiment, ça pisse pas loin. Et je trouve que quand on compare avec les comédies d'aujourd'hui ou même les films un peu hybrides, quoi, comme ça, non. non, pas d'accord. Ah non, pour moi, c'est un film qui est ultra important. C'est un film déjà qui montre la patte de John Badham, parce que, comment dire, je trouve il arrive à son excellence. J'ai revu plusieurs fois ce film, donc
que j'ai eu le plaisir il y a quelques années de retrouver dans ce coffret. Alors, bon, voilà, dans ce coffret. Et c'est bien pour vous aussi vous expliquer à nos éditeurs en quoi Michael J. Fox est quand même une très grosse. Son aura de star hollywoodienne est quand même restée, notamment pour les gens de notre génération, parce que en fait, alors on dit ouais, mais ça c'est un coffret rapidement fait. Ouais, c'est clair que je crois que c'est Universal qui a fait ce coffret. Mais en fait, ils font des coffrets simplement pour des mecs vendeurs, quoi. Et souvent, tu sais, ils ont des deals avec Walmart. Et c'est là où je l'ai trouvé. Mais tu sais, comme tu as des coffrets Arnold Schwarzenegger, tu as des coffrets, on en avait parlé, des coffrets Steve Martin, et tu as le coffret Michael J. Fox où tu retrouves des films qui sont difficilement retrouvables, comme The Hard Way, Greedy, Secret of My Success, For Love or Money, des choses comme ça, les films de Michael J. Fox. Et sur ce film, moi, il m'a aussi marqué. Alors, je crois que je le rate au cinéma en France, alors que je suis dans les lectures de première et tout ça, et je sais qu'il arrive. Et comment dire, et Michael J. Fox, pour moi, c'est une sorte de héros en sortant de Back to the Future. C'est un héros, et donc je veux suivre la carrière et tout. Et ces deux films de 91, l'un des deux, je le rate, c'est The Hard Way, mais je le récupère tout de suite sur Canal+. Donc c'est vraiment Canal+. Et malgré le fait de ne pas le voir au cinéma, je perçois, enfin je sens plutôt intuitivement que la réal est là, et que après, évidemment, quand je vois John Badham, je trouve qu'il est à son meilleur, John Badham. C'est-à-dire que la première partie en tout cas pour la première heure de Hard Way, le film la réal est excellentissime. Ah ouais. Mais pour moi, il te met une claque. En fait, j'avais un peu oublié, quoi. Mais quand je l'ai revu là, je me suis dit, au bout de même de 4 minutes, tu vois, je me suis dit, la vache, quoi. Parce que le film commence, mais donc tambour battant, t'es dans la bagnole, t'as James Wood qui s'énerve parce que en fait, il avait un rencard et que bon, il est sur une mission, enfin, et il file à toute berzingue dans les rues. Enfin, c'est ultra violent, et lui, il est hystérique. Enfin, et il va l'être d'ailleurs. Enfin, moi, j'adore son personnage dans ce film-là, James Wood. Et mais tu regardes ça et c'est filmé. Enfin, c'est vraiment c'est exemplaire. Enfin, c'est un truc que tu pourrais montrer dans les écoles de réal. Enfin, t'as les plans externes, mais même les positionnements de caméra, c'est complètement dingue. C'est absolument génial. Enfin, voilà, quoi. Et les plans de nuit aussi. Enfin, moi, ça m'a vraiment. Ouais, parce qu'après, avec le recul, ouais, tu vois des trucs où à l'époque, évidemment, tu faisais pas gaffe, quoi. Tu regardais le film pour ce qu'il te raconte, quoi. Et là, maintenant, on est un peu plus vieux. Et puis, on a vu plus de films, du coup, forcément. Hein. Et on regarde ça, et même la façon de faire les cascades, c'était sans pitié. Ça faisait quand même plaisir aussi. Enfin, ça fait toujours plaisir de voir ces films-là qui étaient sans fond vert, sans CGI de merde, et où quand t'as les bagnoles qui s'explosent et qui rebondissent, bah, il y a les putains de cascadeurs dedans. Enfin, franchement, ça sent la véracité et tout, et puis et le ton. Alors ça, après, on va en parler, mais le ton de ce film, c'est ce qui m'a le plus charmé à la revoyure. Là, c'est vraiment ce côté. Enfin, comment dire, c'est à la fois marrant et à la fois pas tant que ça, quoi. Parce que le personnage de James Woods, il va loin. Bon, là, on va parler de scène, hein, les amis. Donc, c'est pas full spoil. Je vais pas vous raconter la fin, quoi. Mais on va parler d'événements qui se passent dans le film. C'est impossible de faire autrement. Enfin, c'est un vieux film. Hein. Donc, mais c'est vrai qu'il y a des moments où tu es quand même un peu choqué par certains trucs, notamment la dureté du flic. Vraiment, James Woods, c'est vraiment le flic misanthrope. Mais je trouve ça absolument génial. Il est en alternance, il est comment dire, exaspéré ou lassé, quoi. Mais par la vie, quoi. Et je trouve ça absolument génial, parce qu'au début tu te dis ouais, c'est encore un truc, donc on lui remet ce jeune acteur à midi, enfin c'est pas à midinette, mais enfin bon voilà, c'est Michael J. Fox, quoi. Donc il est très jeune, tout mignon, il est super tendance.
et on lui fout dans les pattes parce que donc pour juste faire super vite, en gros, donc il veut jouer dans enfin, il estime que quand il joue des rôles, il est pas assez convaincant, notamment voilà, des rôles de flic badass et tout, et il va tomber à la téloche sur un passage où on interroge le flic interprété par James Woods lors d'une enquête. Alors en plus c'est un truc à merder, enfin parce que évidemment avec lui ça merde toujours vu qu'il perd son sang-froid tout le temps et que bon il ne respecte pas les règles. Enfin James Woods c'est vraiment le flic voilà de ces années-là quoi. Et Michael Chabon va se dire lui c'est parfait, il faut que j'apprenne de lui et tout. Et donc il va parce qu'il est quand même puissant, c'est un acteur hyper populaire comme tu as dit quoi. Il va réussir à se faire imposer dans les pattes de ce flic. Je crois que c'est pendant 15 jours initialement, où il doit le suivre partout. et d'ailleurs, James Wood n'est pas au courant, mais en fait, partout, c'est y compris chez lui la nuit. Quoi. Absolument génial. Comme il dit où je te dépose, et il dit bah, chez toi. Oh putain! Ah merde, c'est génial. Mais cette introduction là, parce que en fait, il est difficile à expliquer ce film et même à pitcher. Il est extrêmement difficile. Voilà, parce que c'est un film qui est très avant-gardiste, c'est-à-dire que on part sur une histoire policière, new-yorkaise, policière, moite, etc. Comme tu le dis. Et en fait, on arrive avec tout de suite l'introduction de James Wood dans son rôle de cop, mais à 100%. Et il n'y a pas le pas de côté, genre, je joue le flic dur, mais dans une comédie. Non. Non. Un flic dur c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. C'est que, en fait, tu as raison, tu as mis le doigt dessus. C'est que James Wood, il joue pas dans une comédie. Non. En fait, c'est comme s'il avait étudié son rôle en disant je ne le travaille pas comme si c'était un flic sérieux dans une comédie. Il a travaillé comme un flic sérieux tout court. Du coup, ça, la violence du perso, c'est génial. Et tout de suite, l'intensité, elle est sur 130. Elle est sur 130, mais dès la première minute. Pourquoi? Parce que, en fait, tu as James Wood qui est appelé parce qu'il y a un grand méchant. Et d'ailleurs, je trouve qu'il est vachement bien amené pour ce genre de film. Souvent, le méchant n'est qu'un outil du scénario. Et voilà. Mais il va être incarné par Stephen Lang. Stéphane Lang qui est là et qui est The Party Crasher, et Stéphane Lang. Et d'ailleurs, c'est lui qui est la première réplique du film. Donc, on iconise tout de suite le téléphone. On iconise tout de suite le méchant qui va être vraiment le grand méchant et qui est en fait un tueur en série qui arrive. Ça fait drôle de le voir jeune d'ailleurs, parce que finalement, avec Don't Breathe, il est redevenu hyper populaire, mais avec un look un peu de vieux, quoi. Et ne crois-tu pas, j'adore Don't Breathe. C'est génial. Oui. Même le 2, j'ai bien aimé. Le premier, il est meilleur, c'est sûr. Ouais. Mais le premier, c'est une séance de cinéma inoubliable grâce à lui. Oui, il a un charisme de dingue. Ouais, tout à fait. Ne crois-tu pas que le réalisateur de Don't Breathe, il a vu The Hard Way pour donner le rôle à Stephen Lang? Je le pense sincèrement, moi. Ce serait pas étonnant qu'il ait vu le film, en tout cas à l'époque, et que ça l'ait vachement marqué, parce qu'on peut pas dire que c'est un acteur très populaire. Enfin, fallait vraiment penser à lui, je veux dire. Et là, en plus, comme tu dis, il tient tout le film, quoi. Enfin, c'est pas juste. Dans Don't Breathe, il tient tout le film. Voilà. Donc, le Party Crasher appelle la police, et en fait, c'est un peu comme, tu sais, comme Moriarty et Sherlock Holmes. Il appelle la police parce qu'il veut que James Wood aille l'attraper. Et d'ailleurs, la scène, et c'est pour ça que je trouve que, franchement, John Badham, il est à son meilleur, parce que la scène d'intro, c'est une tuerie de 1991. Ça se passe dans un club, et c'est une scène de club hyper bien. Moi, je me suis dit, elle est topissime, cette scène de club, où lui cherche une future victime. Il attend qu'il y ait James Wood qui soit là. C'est hyper... Le découpage est incroyable. Et s'ensuit donc une course-poursuite dans New York, comme le disait Alex. Là, il n'y a pas d'effet numérique. Et la course-poursuite, elle est géniale. La musique, c'est quand même LL Cool J, qui va être dans le film aussi. Qu'on voit d'ailleurs, on le voit à peine, mais c'est drôle quand même, ça fait plaisir, quoi.
Ah ouais, non, non, mais ce film, attends, je crois que j'ai une photo d'LL Cool J dans le film qui joue un des flics. Qui joue Qui un était des à son flics. prime, hein, d'ailleurs, il Et à est son magnifique. prime. Enfin, Magnifique, et il joue tellement bien. Et, alors, anecdote, on fait des apartés. Anecdote, comment John Badham avait contacté LL Cool J parce qu'en fait, il voulait absolument Mama Say Knock You Out, son grand ouais, tube que vous entendez. ouais. Il le voulait l'utiliser et donc il avait besoin de l'accord de LL Cool J. Pour avoir l'accord, il dit bon bah écoute, tu veux pas faire une petite scène? Et en fait, il est tellement naturel, LL Cool J, ça passe tellement à la caméra. Et John Badham se dit putain mais la caméra l'aime que ils m'ont donné un plus grand rôle que prévu. Et LL Cool J, lui, en plus, il accepte qu'ils utilisent ça pour la scène du club, mais en plus, deviendra la musique du film. Ouais, Ça c'est ça. deviendra Ouais. la musique Ouais, du exact. film, au générique et tout ça. Donc, cette chanson, si vous ne connaissez pas, cette pulse, Ah enfin, bah, je veux dire, elle est géniale, quoi. tube Elle est- énorme de l'époque, mais énorme, énorme, énorme. Et vraiment en plus le côté hip-hop de rue, enfin que moi j'adorais, hein, enfin toujours précisé que je préférais le hip-hop au rap pur, enfin ouais. et LL Cool J faisait du hip-hop en fait finalement, hein. C'est vraiment ces arrangements là, etc. C'était absolument génial. Non, lui il est excellent. Ça fait trop plaisir, ouais, justement je voulais dire, ça fait trop plaisir de voir dans les commentaires les gens qui se souviennent de séquences et de machins, les répliques, Paris tenu, Paris tenu, Paris tenu, absolument génial. Ah, non, mais c'est un film Oh, qui est aimé. putain. Je sentais dans notre communauté que c'est un film qui est aimé. Et donc, course-poursuite et interview de James Wood et cette interview arrive. Et c'est là où, normalement, c'est un film qui ne devrait pas fonctionner, mais qui fonctionne à merveille. C'est que là, on a une transition directe sur la comédie on est à Hollywood, avec Michael J. Fox, qui, en une scène d'introduction de son personnage de grande star, son personnage et regarde, de Nick Ouais. Lang, qui a comment dire, une saga Smoking Gun, et Smoking Gun 2 va arriver au cinéma au moment des faits dans le film, complètement méta le film. Complètement méta avant l'heure. Je veux dire, ce film, il arrive 2 ans avant Last Action Hero. Avec les clins d'œil à Mel Gibson dans les répliques. Ah putain, ça m'a fait rire. Ça aussi, j'avais oublié. Il y a vraiment plein de trucs. Enfin, ça fourmille. Ah, il y a le clin d'œil au parrain aussi. Quand James Wood lui dit oh ouais, mais ça peut se finir avec une tête de cheval dans ton lit ou je sais plus quoi. Là, putain. Ah, c'est excellent, excellent. Et donc, cette introduction, quand il est dans sa villa, dans la caricature de la villa. Oh, la villa. Je me disais, les villas comme ça n'existe même plus, en fait. C'était les villas qu'on construisait vraiment à l'époque. Et c'était tellement beau. Enfin, faut aimer, hein. Mais moi, j'adore. J'adore. C'est les villas tellement 80s, début des années 90 aussi, quoi. Qu'on voyait dans ce genre de film. Ouais, de ouf. Mais dans plein de séries policières, on a ce genre de villa. Tu dis, je l'ai vu dans Miami Vice, enfin, tu sais, c'est que des trucs, c'est absolument génial, quoi. Ouais. et donc, alors qu'il doit être en promo pour ce film, Nick Lang, Michael J. Fox, qui est dans sa scène d'introduction, est génialissime. C'est punchline sur punchline et il se moque de lui, il se moque d'Hollywood, il se moque des stars. Et là, c'est la découverte parce que oui, il est gauche, il est amusant dans Back to the Future. Il joue l'ado, il a son petit côté lunaire à attarder pour Marty McFly qui est génial. Mais là, Alex, c'est vraiment la découverte de la puissance comique de Michael J. Fox. Qu'en penses-tu? Ah, il y a un truc que j'adore. Ouais, mais les deux, en fait, ce que je trouve génial, et en fait, tu sais, ça m'a tellement, parce qu'à la limite, à l'époque, j'avais regardé, j'avais trouvé que le film était très cool. Après, je l'ai revu, et c'était vraiment un film que j'aimais bien, quoi, que je trouvais vraiment chouette, et qui avait une sorte de, je sais pas comment dire, il y a une espèce d'osmose, une alchimie, un truc qui fonctionne et qui rend ce film un peu magique pour ceux qui l'ont apprécié à l'époque, hein. Je suis pas sûr qu'un ado d'aujourd'hui, ça lui parle, mais en tout cas, là, en le revoyant encore plus récemment, tu te rends compte à quel point le jeu de Fox notamment, quoi, qui est vraiment sur un personnage à la fois tête à claque, horripilant, quoi, et à la fois très attendrissant.
Enfin, et d'ailleurs, on sent bien d'ailleurs que c'est ce côté un peu attachant qui, au bout d'un moment dans le film, va énerver James Woods, qui lui ne veut pas être attendri par qui que ce soit. Voilà. et il y a des moments où tu sens que, enfin, la scène où parce qu'il le malmène vachement, James Woods, Nick Lang. Dès le début du film, là, quand il se fait chourer ses fringues dans la bagnole et qu'il prend la batte de baseball et il dit je vais aller dans le bar là et ça va chauffer et tout. Ça va chauffer. Et puis que James Woods il attend dehors et puis il y a la batte de baseball qui traverse la vitre. Et après c'est Nick Lang qui traverse la vitre, mais comme la batte de baseball, en vol plané, comme ça. Et l'autre il le regarde et tu sens qu'il commence à avoir un peu de peine. C'est fabuleux. Mais comme quand il dit ouais, il me faut un revolver. C'est génial. Ah non, parce que ouais, mon premier fou rire, c'est drôle, ce qui est intéressant, c'est qu'en le revoyant là, alors que voilà, on l'a tous vu 1000 fois, j'ai pas eu forcément les mêmes fous rires. Il y a un moment, par exemple, où Nick Lang lui demande vous avez déjà tué quelqu'un? Et James Woods, il le regarde et il fait en incluant aujourd'hui. Oh putain, fabuleux. C'est des punchlines et de dingue. Et ce que je trouve génial, c'est qu'il y a un jeu de ping-pong où j'ai l'impression, mais c'est peut-être mon truc, quoi. Mais j'ai l'impression que à aucun moment il y en a un qui écrase l'autre. C'est-à-dire que finalement, à la fin du film, tu te dis, ils m'ont tous les deux régalé, qu'on pourrait dire. Mais il y a vraiment un truc de partage. Et ce qui m'a fait plaisir, d'autant que James Woods, c'est pas un acteur qui a une super bonne répute. Enfin, il faut dire aussi qu'il a beaucoup parlé politique dernièrement, etc. Et bon, et voilà. Mais j'ai revu 2-3 sur YouTube, vous pouvez trouver ça, 2-3 interviews de James Woods qu'il a fait à la télé à l'époque pour la promo de Hard Way. Pareil. Et le mec, il est tellement classe et gentil. Et ce qui m'a surpris, c'est que il fait les louanges de Michael J. Fox, mais pas. Tu sens que c'est pas du tout pour faire bien. Tu sens qu'il a réellement été impressionné par le mec. Et d'ailleurs, ils se font des vannes entre eux, parce qu'à un moment, il a une photo de lui-même, en fait, où Michael J. Fox lui a dessiné des moustaches, lui a fait un œil au beurre noir avec des. Enfin, donc, en fait, il se charrie tout le temps, en fait, depuis le tournage à cette époque-là. Et il dit que professionnellement et humainement, il dit qu'il est tombé de sa chaise quand il a découvert Michael J. Fox, parce qu'il dit c'est un mec en or, quoi. Et je trouve ça super touchant parce qu'il a l'air tellement heureux d'avoir tourné avec lui. Et je trouve que quand tu vois le film, tu le sens, qu'ils sont heureux. En fait, tous les deux, ils sont contents de bosser ensemble, en fait. Ouais. Et parfois, tu sais, il y a un peu du faux semblant pour la promo. Voilà, c'est pas grave. Mais là, tu sens que c'est pas ça. Tu sens qu'ils sont vraiment contents de s'être éclatés ensemble, quoi. Et surtout, James Woods, visiblement, il s'est beaucoup marré, mais surtout, ce qu'il dit, enfin, je me souviens d'un moment où il dit à l'intervieweuse, il lui dit, c'est une méga star. Et comme tu l'as très bien dit, en intro de vidéo, peut-être quand on est français, on se rend pas bien compte. Voilà, on se rend compte que Retour vers le futur a cartonné. Mais Michael J. Fox, finalement, pour un Européen, il a un peu disparu. Puis après, il y a la maladie, hein, mais aux États-Unis, c'était vraiment monumental. Donc, et James Woods, il dit ça, tu vois, il dit vraiment, limite, c'était lui qui était honoré, quoi, de tourner avec Michael J. Fox, alors qu'en fait, c'est l'autre qui a été super humble et tout. Enfin, je trouve ça vraiment super classe. Et ça se sent, je trouve que ça se sent dans le film. Et d'ailleurs, il y a un truc qu'il dit. Il dit qu'avec avec Michael, on avait un jeu, on se disait aucune limite dans la trachitude des vannes et des machins, c'est-à-dire qu'on tire à balles réelles, quoi. Et il raconte qu'il y a des moments où même le réal, il était un peu surpris parce que du coup, ils improvisaient des scènes, quoi, où ils se vannaient, où ils se machin. Et eux, ils disaient, il y avait un jeu de ping-pong qui s'était créé, mais qui marchait du feu de Dieu entre nous, quoi. Et alors, je ne sais pas, on ne peut pas savoir, enfin, quelles sont les scènes, voilà, où ils se sont lâchés en roue libre et tout. Mais il y a tellement de moments où tu as l'impression que c'est ça, que tu te dis ça peut être à plein de moments, quoi. Et en même temps, vraiment des punchlines, vraiment, ça n'arrête pas. Là, il y a vraiment, ça n'arrête pas. Et le côté insupportable du personnage de Nick Lang, quoi, il est vraiment génial parce qu'en fait, il est jamais que insupportable. Et même quand il est insupportable, en fait, il est insupportable comme le petit frère énervant, enfin tu vois, tu sais, il a un côté vraiment, c'est pour ça que je dis horripilant, parce c'est ça qu'il est, il est agaçant, mais il est pas méchant, enfin il est pas condescendant, etc. C'est juste que bon, mais par exemple, et là je fais je fais un spoil, hein, je préviens quand même, mais c'est trop important, faut en parler, parce que c'est trop surprenant, je trouve, dans un film comme ça, la manière, enfin je suis peut-être pas obligé de dire ce qui se passe, mais il y a
le personnage de James Woods qui va utiliser une méthode pour se débarrasser de Nick Lang à un moment dans le film, et qui est une méthode vraiment dégueulasse humainement. C'est horrible. Il va lui faire croire quelque chose pour qu'il prenne l'avion, il se barre et qu'on n'entende plus parler, quoi. Et ce qu'il fait, c'est ignoble. Il lui fait croire qu'il a fait un truc horrible, quoi, en gros, et l'autre va le croire, quoi. Et il va partir hyper mal et tout. Mais il va avoir un élan de, comment dire, de noblesse, en fait, d'éthique. Et il va dire, non, je peux pas fuir en lâche et tout, je dois porter mes couilles, c'est pas bien de le laisser comme ça. Et bon, il va découvrir qu'il a été le dindon d'une farce dégueulasse. Mais et voilà, tu sais, quand tu vois ça, tu dis, ça, pour une comédie, ça aborde des comportements vraiment dégueux quand même, humainement. Et en même temps, ça colle à ce que tu as dit tout à l'heure. C'est-à-dire que James Woods, il interprète un vrai sale flic, mais vraiment. Mais c'est un régal. Et en même temps, un mec un peu paumé, parce que moi, je trouve que au fil du film, et ça aussi, c'est une prouesse, tu l'aimes en fait. J'ai oublié son nom, le flic qu'interprète James Woods. Mais même ce mec-là, en fait, tu as de la compassion pour lui parce que il est malheureux. Enfin, toute la relation avec cette meuf qu'il essaye de draguer, oh, putain, ça a hurlé de rire. Et quand Michael J. Fox lui l'aide un peu, parce que lui, par contre, avec les femmes, ça marche, il fait aucun effort, quoi. Il le respecte déjà, ce que fait pas forcément James Woods de naturel, quoi. Ah, c'est génial, quoi, vraiment. Il y a tellement de choses dans ce film, comme tu le dis, quoi. C'est génial, tu as tellement dit de choses pour rebondir sur leur, la bonne connexion qu'on ressent. Quand en fait, pendant la promo du film et le fait qu'ils s'envoient des petites vannes et qu'ils dessinent sur leurs photos et tout ça, en fait, ils se renvoient aussi à la scène du film où James Woods est en train de faire des moustaches et oui. Sur les affiches, dans la rue. Dans la rue, les posters du film Smoking Gun, parce qu'ils ne supportent pas de voir ces posters, et voilà, et ça continue. Et en fait, c'est incroyable, mais je trouve que ce film, c'est-à-dire le scénario, enfin, ce que dit le film, l'aura du film, et même au-dessus du film, est complètement méta, et en fait, amener la discussion du méta bien avant l'heure, quoi. De façon peut-être plus scolaire, de façon plus simple pour le public que un Last Action Hero le fera 2 ans plus tard. Mais il y a beaucoup de ça, quoi. Parce que étant dans le film, parce qu'il y a des parties, ce qui est aussi à se tordre de rire, c'est les parties du film de Nick Lang que tu vois dans le propre film, et le fait que la réalité et la fiction, quelle est-elle, puisque il va avoir des grandes répliques de James Woods qui seront utilisées par Nick Lang, etc. C'est quand même assez incroyable. Mais là où James Woods donne sa part, et c'est vraiment un duo quand 2 acteurs sont à leur meilleur et ne se marquent pas sur les pieds. C'est vraiment un exemple type de... ils ont vraiment tout leur espace. Ils viennent jamais se contredire, ils viennent jamais se marcher sur les pieds. C'est vraiment génial. Ils ont leur propre ton. Et pourtant, ça déconnecte pas le film. En fait, et vraiment dans ce rôle, il est sur 120 volts tout le temps, notre James Woods. Et, ouais, il est incroyable, mais il ne se calme jamais, mais jamais. Il ne se calme jamais. Mais il y a un aspect, et c'est là où James Woods est un grand acteur, il y a un aspect qui vient, l'affaiblir, quelque part, son aura, c'est que il y a une petite amourette, c'est-à-dire que il est en train de créer une relation avec une femme aussi divorcée, une mère célibataire, lui étant aussi divorcé, etc. Et que il pourrait se passer quelque chose de bien dans sa vie, en fait. Cette femme qui a une enfant, qui est d'ailleurs, c'est Christina Ricci qui joue la gamine, la gamine, vraiment le casting est ouf, quoi, et tout. Et cette relation-là avec cette mère célibataire et lui, déjà, elle est bien jouée. Tu y crois. Ça sonne vrai. Ça sonne vrai. Et James Woods est génial en tant que mec déstabilisé, en fait. Parce que la dame vient le voir au commissariat, ça le déstabilise. Il ne sait pas comment se comporter, lui qui est, et donc se calmer, en fait. Et tout ça, il y a la scène du snack, du restaurant, qui est vraiment pas mal, d'ailleurs. Et là, James Woods, il est grand. Ah oui, non, mais c'est clair. C'est un grand acteur. C'est un grand acteur.
Et Nick Lang, qui lui, comme tu disais, la star a beaucoup de facilité, Nick Lang vient aider. C'est là où il est attendrissant, le Michael J. Fox. Il est attendrissant. Et tout ça pour vous dire que moi, je trouve qu'il y a un pic dans ce film, un pic comique, pic P-E-A-K, qui pour moi est une très grande scène de comédie US. C'est... Frog Dog. Non. Comment? Le Frog Dog? Non, c'est pas ça. C'est donc James Wood et Michael J. Fox sont dans un bar et Nick Lang arrive à faire parler James Wood, arrive un petit peu allez, donne-moi un petit peu quelque chose de ta vie, et donc de cette relation, il sait pas trop comment faire en fait, le personnage de James Wood. Et là t'as Nick Lang qui dit non mais moi j'ai t'aidé, moi je suis un grand acteur et donc il faut que tu pratiques. Et donc tu as Michael J. Fox qui joue Nick Lang, le grand acteur hollywoodien, qui lui-même décide de jouer la femme fatale pour que James Wood s'entraîne à avoir une bonne conversation avec sa dulcinée. C'est absolument... moi, la puissance comique de Michael J. Fox qui ne démord pas, qui ne sort pas de son personnage de femme fatale, mais jusqu'à la fin de la scène. C'est, pour moi, je crois que c'est l'une de mes scènes comiques US préférées ever. Michael J. Fox est incroyable. Qu'est-ce que tu en penses, Alex? Cette scène-là, elle est vraiment chouette parce qu'en plus, quand ça commence, en fait, tu te dis, enfin moi en tout cas, je me suis dit, ok, ça va être lourdingue. Ça va être l'homme qui fait la femme avec les gros gags parce que c'est pas une femme du coup bon et en fait non en fait moi ce qui me fait rire très vite, mais je pense que c'est pareil pour tout le monde, c'est que Michael J. Fox il le joue hyper bien, mais hyper bien. C'est-à-dire qu'il en fait pas trop, il fait pas des mimiques ridicules de Travelo ou je sais pas quoi. Il est là et il est là, il fait non mais là je sens que tu ne touches pas à moi, mais réellement on jurerait une meuf quoi. Enfin c'est incroyable. Et donc d'ailleurs ça le déstabilise parce que du coup il est encore plus mal à l'aise. Et c'est vrai que c'est touchant parce que c'est la première scène en fait où effectivement comme tu dis il avoue sa vulnérabilité. Voilà mais il accepte en fait d'écouter. Ça prend un petit moment mais il accepte d'écouter. Après dans cette interview de James Wood, ce que je disais j'ai vu à la télé mais qu'on trouve sur YouTube. Il raconte que la première fois qu'ils ont tourné cette scène, le serveur, qui est en fait un figurant, qui n'est pas un acteur, je veux dire, n'était pas au courant. C'est-à-dire qu'il savait juste qu'il devait faire la gueule et il n'était pas au courant des répliques. Et il raconte hilar dans l'interview que la première fois qu'ils ont fait cette scène, cet échange, ils ont senti le regard du serveur qui était là, genre mais qu'est-ce que j'entends quoi. Et il dit, le type, il était là, il se dit, ouais, je suis avec James Woods et Michael J. Fox, je fais le serveur, c'est cool. Et avant, il entend, non mais chérie, parle-moi mieux et tout. Il disait, après, il s'y habituait. Mais au début, il s'est vraiment décontenancé, quoi. Ah, c'est drôle. Ah ouais, non, c'est génial. C'est génial. Je pensais à la scène du hot dog aussi que je trouve tellement mignonne et fabuleuse. Où Nick imite le flic. Mais limite vraiment comme un gamin, c'est-à-dire qu'il limite la gestuelle, il répète tout, enfin c'est insupportable. Tu te dis que Woods va lui foutre une baffe en fait à bout d'un moment. Et vraiment le pic, c'est quand, enfin je trouve, c'est quand il s'assied sur cette espèce de canapé qui est dehors là, et où l'autre il se lance sa clope, qu'il attrape immédiatement dans la bouche quoi. Et t'as Nick Lang qui essaie de faire pareil, et évidemment la clope elle lui passe à côté du visage, et elle part dans la rue quoi. Et l'autre il s'énerve, il fait arrête de m'imiter, toujours c'est tellement drôle. Ah oui, et il fait de toute façon j'ai arrêté de fumer. Et Michael J. Fox il fait moi aussi. Genre, et l'autre il lui dit arrête d'arrêter de fumer. Putain. Alors j'en pouvais plus. C'est du génie. Il y a beaucoup je trouve de scènes humoristiques qui sont de grande qualité. Et parfois c'est juste des répliques que tu vois même pas venir. La première fois qu'il s'immisce dans son appart et où il touche à tout, enfin c'est insupportable. Il touche à tout et James Woods il essaie de pas trop se vénère mais bon. Et à un moment il commente tout ce que fait James Woods, il le commente en s'extasiant, c'est insupportable. Et à un moment il a cette phrase où il dit j'adore quand la réalité est réaliste. Et James Woods quand il entend ça il dit c'est quoi cette connerie quoi. Et il le regarde, il lui fait ouais ok ça s'appelle la vie. Et Michael J. Fox il fait ah ouais c'est ça la vie, genre c'est du génie, c'est vraiment du génie comique quoi, mais c'est super drôle.
Et il y a quelqu'un dans le chat qui dit que la VF est très bonne. Et je dois dire que moi, je l'avais vu, ça faisait un moment que je le voyais qu'en VO. Et là, je l'ai revu en VF. Et la VF, elle est remarquable. J'en avais un bon souvenir, hein, mais elle est parfaite, elle est géniale. Et ça rappelle ces grandes VF qu'on a eues, notamment d'ailleurs pour Retour vers le futur, où le doublage est fabuleux, quoi. Et là, je dois dire que la VF de Hardware, enfin de la manière forte, c'est vraiment super qualité, quoi. Et quand tu remets là, j'ai remis 2-3 scènes tout à l'heure en VO pour me rappeler quand même un peu les voix, tout ça. Et non, la VF, elle est hyper respectueuse et elle est vraiment géniale. Et les traducs, il y a quelqu'un qui parlait des traductions, là, effectivement, le Road Dog, et bah, c'était le Frog Dog dans la VO. Ils ont vraiment bien bossé, quoi. Enfin, je trouve ça, c'est vraiment génial. Excellent boulot, quoi. Ah, je t'entends plus. Alors les amis, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez les amis? Mon Alex, est-ce que tu m'entends dans la room? Oui, c'est bon. Oui. C'est revenu. C'est revenu, voilà. Voilà, c'est revenu. Alors, comme John Badham, Alex, ce qui va être bien, c'est qu'il va avoir les joies du montage. Ah oui, c'est clair. Putain. Je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas, les amis. Je ne comprends pas je sais pas, mon Bon, c'est pas grave. Je pense que tu devais dire une vilainie et du coup, le sort t'a censuré direct. Genre, non, ne dis pas ça. Enfin, bref, tout est contre moi là. C'est quoi là? Je vais faire ma victime là et tout. Moi, je veux connaître le vrai YouTube, le vrai Internet. L'Internet où on s'entend parler, tu vois. Je suis comme Nick Lang. Enfin, donc bon, on fera du montage. Allez, on redémarre. Et donc, je trouve qu'après cette scène, il y a la scène du métro et la scène de l'aéroport. Le film rebascule vers une conclusion beaucoup plus policière de son
de son sujet, et en fait va réutiliser tout ce qui a été le méta, c'est-à-dire le film dans le film, puisqu'il y a aussi un autre personnage dans le film, c'est en fait à New York, sur Times Square, il y a une énorme statue pour la promotion du nouveau film de Nick Lang, et en fait toute la conclusion va se jouer sur cette statue, et qui qui résonne un peu comme tous les grands finales de films de cette époque. Qu'est-ce que tu en penses, Alex? Ah bah ouais, elle est carrément cette scène-là d'ailleurs, elle est complètement dingue avec le recul parce que elle est tellement spectaculaire, mais dans le réel quoi. Et il y a le clin d'œil à la comment dire, à la promo qui avait été faite pour je sais plus quel Hitchcock aussi, où il y avait un truc comme ça, ils avaient fait une affiche qui bougeait avec de la fumée, je sais plus quoi. J'avais oublié en fait que à la fin du film, effectivement, il y a toute une scène, enfin les choses s'emballent et t'as un gros quart d'heure très spectaculaire, voilà, comme à la fin de ce genre de film, quoi. Mais tout est centré en cascade et péripéties autour de cette statue, avec plein de gags visuels, mais qui sont assez subtils, mais qui sont très drôles, puisque forcément, il s'accroche au visage, en fait, gigantesque, hein, de Nick Lang. Et là, il y a la scène de la clope, enfin tout ça, et c'est superbement... Ah oui, et voilà, exact, tout à fait. Alors, putain, de quand date le dernier Samaritain? Très bonne, j'ai un doute. Même année, 91. D'accord, voilà. Je savais que c'était début 90, mais je savais plus. Ouais. Et c'est vraiment un, comment dire, c'est un, comment dire, là encore une sorte de leçon de réal, parce que tu as des plans du dessus, du ciel, de machin, de la rue, enfin, et tu regardes ça et c'est hyper impressionnant. Mais hyper impressionnant. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que pareil, James Woods, il en parle dans l'interview de cette séquence qui a été assez compliquée à tourner, et où il raconte qu'il avait demandé à sa doublure, cascadeur, pourquoi tu fais ce métier en fait? Et il disait, le mec prenait des risques tellement énormes quoi, en me remplaçant quoi, que je comprenais pas. Et il dit, je comprends qu'on prenne des risques comme ça quand on va à la guerre pour son pays, tout ça quoi. Mais là, pour l'art du cinéma, j'avais du mal à comprendre qu'un mec il se suspend dans le vide, il se jette d'un truc. Enfin, c'était drôle. Il disait ça avec beaucoup de respect et d'admiration quoi. Mais il disait, ça m'a un peu échappé. C'est un métier de fou, cascadeur. Enfin, dans certains trucs. Et cette scène-là, ce qui est génial, c'est que elle est vraiment longue. Enfin, moi, j'étais impressionné en tout cas en le revoyant là cette semaine. Je trouvais que j'avais pas souvenir qu'elle était si longue cette scène. Et il y a des rebondissements, ça n'arrête pas. Et là, tu te dis à la réal, faut vraiment être bon. Enfin, pour que ça parte pas en sucette. Et là, madame, il maîtrise sa caméra, mais c'est dingue, quoi, vraiment. Et c'est super beau, quoi. Même la chute du bout de clope, par exemple. Enfin. Ah non, mais c'est vraiment génial. Et il y a aussi une tension parce que bon là on est vraiment dans le climax. Enfin voilà, il y a le méchant, on va dire. Hein, voilà, c'est évidemment, sans doute. Hein. C'est quand même pas un film à suspense, hein, je précise. Les gens, on s'en doute, je pense, mais c'est pas le but du film que tu te dises à la fin. Oh mince, j'avais pas vu venir ça, c'est dingue. Non, c'est pas ça du tout le but. Mais par contre, c'est d'être très généreux. Et je trouve que le film est incroyablement généreux. Et d'ailleurs, il est long. Hein. J'avais oublié que le film, il dure presque 2 heures, 1h50, je crois. Ce qui à l'époque était pas du tout la norme en plus. Hein. Les films, ils étaient quand même plus court en principe, d'au moins 10 minutes quoi. Et il y a pas de temps mort, mais pas du tout. Enfin, je vois pas de ventre mou dans ce film. Il y a pas un moment où tu te dis ouais bon, on s'en fout quoi. Enfin non, ça va super vite. C'est dingue. Et d'ailleurs ça devait être assez fatigant. Je pense que heureusement qu'ils s'entendaient bien les deux et qu'ils étaient motivés parce que je pense que physiquement ça devait être bien éprouvant. Je crois qu'à un moment où James Woods d'ailleurs il dit qu'après il était un peu crevé du tournage. Donc, alors qu'ils sont jeunes hein, encore hein, à l'époque, on est en 91, hein, les deux. Bon, Michael J. Fox il est très jeune, mais même James Woods il est jeune, ça se voit. Ouais, ça se voit et vraiment c'est, enfin le final est vraiment de qualité puisque ouais. Et puis il y a à la fin la conclusion du film qui est simplement aller voir non pas Smoking Gun 2 mais Smoking Gun 3. Enfin, le nouveau film de Nick Lang, je ne sais pas si c'est 3 ou un autre film, où, en fait, le personnage Michael J. Fox... c'est un autre film. C'est un tout autre film où il a un catogan, même la gueule qu'il a, Michael J. Fox, il est trop drôle. Et où il joue cette fois ce flic badass qu'il voulait tellement pouvoir faire, quoi. C'est ça.
Voilà, donc ça c'est dans Smoking Gun, donc. Mais à la toute fin, effectivement, on le voit et il a un look entre guillemets moins minet, et il sort toutes les répliques qu'on a vues dans le film sorties spontanément par James Woods, quoi. Et du coup, voilà, il s'est plus qu'inspiré de lui. Enfin, c'est super drôle. Et l'autre est hyper énervé, quoi. Avec James Woods qui réalise que il a donné, il a tellement donné, il a donné toutes les répliques à c'est moi qui l'ai dit. Et tout le monde lui dit, mais tais-toi. Ouais, genre, on s'en fout. On s'en fout que ça soit toi qui l'ai dit. Ah putain. Ah non, c'est vraiment génial. Et d'ailleurs, il y a son chef en plus qui est juste derrière lui, puisque avec sa femme qui est fan, tu sais, parce qu'au début du film, il y a cette scène aussi qui est super drôle, je crois que quelqu'un en a parlé dans le chat, où James Woods vient se plaindre à son chef. Et il dit non mais l'autre il est tellement con, enfin moi je refuse de me farcir cet abruti, etc. Et il dit il m'a déjà demandé un flingue, quoi. Pour confirmer qu'il est taré, quoi. Et l'autre il dit non mais envoyez-le moi, je vais le recadrer. Et puis quand Michael J. Fox il arrive, l'autre il est là et il dit je vous le dis franchement, je suis tellement heureux de vous voir. En fait c'est le gros fanboy, quoi. Et la tête de James Woods, quoi, alors qu'il est comme ça. Consterné, quoi. Oh merde, c'est génial, c'est un régal, quoi. C'est fabuleux. Parce que l'autre en plus Michael J. Fox il parle au patron de la police et il lui parle, mais comme tu parles vraiment un imbécile, c'est-à-dire qu'il lui dit si vous voulez, je vous invite avec votre femme au studio voir. Et l'autre il est là, non, wow, comme une gonzesse, il est là, oh, avec les étoiles plein les yeux et tout. Et le James Woods il est effaré, il dit on peut vous acheter n'importe comment en fait, chef. Enfin, c'est génial, c'est génial. C'est génial et comment dire c'est un film qui est vraiment à l'avant-garde, comme, je sais pas, comme un. Moi, je vois la manière forte comme, par exemple, je regarde Le Magnifique avec Belmondo. C'est un film qui est tellement avant-gardiste sur le rapport réalité-fiction, sur cette frontière. Très bonne comparaison, ouais, c'est vrai. Complètement poreuse, et je vois un petit peu ces deux films, voilà, je trouve qu'il est aussi très avant-gardiste parce que tu peux regarder La Manière forte en regardant toutes les bouts de films de Nick Lang que tu vois dans le film, et d'ailleurs ça se finit ça se finit en film ténébreux, le film de Nick Lang, tu sais, parce que il rejoue la scène on vous a pas parlé de la scène du métro qui est un vrai comment dire, où Michael J. Fox fait plein de conneries, mais là c'est comment réévaluer à la hausse, où bien sûr le héros s'en va de façon ténébreuse. Voilà, et ça, je trouve ça absolument génial. Oui, c'est génial. Ah ouais, c'est fabuleux. D'ailleurs, cette scène du métro, elle est vraiment, elle est fabuleuse aussi. Quand le moment où, par exemple, il regarde James Woods qui intervient en fait, parce qu'il y a une bande, enfin c'est tout un truc. Il y a un mec qui menace avec un flingue, c'est chaud, quoi. Et le flegme de James Woods, quoi. Parce que l'autre il est là avec son flingue et il le menace et il dit je vais te foutre une balle dans la gueule et après je vais, enfin, tu sais, et blablate, c'est voilà, le voyou new-yorkais, enfin, et James Woods il l'écoute comme ça et puis il se ramène et il lui chope le gars comme ça et puis il lui fait merci de m'avoir prévenu. Comme s'il n'arrête pas de le prévenir, je te préviens que c'est vraiment génial. Ah, il est badass, il est badass. Ouais, ah ouais, il est vraiment, c'est pour ça qu'il m'a rappelé par moment, mais sauf que là, il te fait rire parce que effectivement, c'est ça qui est super malin, c'est que lui, il est dans un jeu très badass, mais tout est fait évidemment pour te faire rire et ça marche, quoi, ça marche de ouf. Mais on retrouve un peu, enfin, quand on a adoré son personnage comme moi, quoi, dans le film Cop, qui lui, par contre, est pas drôle du tout. Hein, je préviens, si des gens l'ont pas vu, c'est un des polars les plus noirs que j'ai vu de ma vie, quoi. Mais James Woods, il est incroyable dedans. Mais donc, on retrouve des petits éléments d'attitude. Après, il y a son visage, il y a le charisme aussi, quoi, de James Woods, quoi. Et ça, on le retrouve. Et c'est vraiment, c'est assez jouissif, quoi, je trouve. Après, j'ai lu, mais ça, moi, j'y connais rien. Toi, t'es peut-être plus au courant que moi, ou dans le chat. J'ai lu que ce serait durant le tournage de Hard Way que les premiers symptômes de la maladie de Parkinson seraient apparus, en fait. Ouais. Ce qui veut dire que c'est apparu très tôt. Moi, je me souvenais pas que c'était apparu si tôt, quoi.
Le pauvre, c'est horrible, quoi. Et là où tu t'en rends compte, parce que moi aussi, j'ai fait mes recherches de retrouver tout D'accord. leur Bien interview sûr. d'après tournage pour promouvoir le film. Et moi, j'adore une chaîne c'est Bobby Wigan. Bobby Wigan, qui était une journaliste people, enfin une journaliste cinéma. Ok. Et dans ces années-là, 80 et 90, et en fait, toutes ces archives sont sur YouTube. Et donc, tu revois, et c'est des archives que j'avais utilisées quand on parlait de Chevy Chase, par exemple, tu te souviens? Tout à fait. Et là, tu vois, elle interviewe tout le temps Michael J. Fox, elle a un super rapport avec lui, et elle promeut ses films, elle adore ce moment de cette carrière-là, parce que Michael J. Fox, en 91, choisira aussi son autre film d'après, c'est Doc Hollywood. Donc, on pourra en parler un petit peu. Et tu vois que là, il arrive plus à tenir sa jambe. Et sa jambe D'accord. bouge. Ouais, ça me dit quelque chose. J'ai vu cette Et après, interview. Ça me dit quelque chose. ouais, il remet ses mains dans sa poche, etc. Et il dit, oh là là, et il dit à Bobby, il dit, oh là là, j'arrive plus à tenir. Enfin, tu sais, j'ai ma jambe qui est un petit peu morte là et tout. Donc, ça dérange pas si je la bouge un petit peu comme ça. Et en fait, il bouge sa main aussi comme ça. Et je dis, putain, effectivement, et c'est 91, quoi. Oh la vache. Ouais, c'est incroyable, c'est le pauvre. Ouais. Donc voilà, honnêtement, pour une star hollywoodienne qui est Michael J. Fox dans l'après Retour vers le futur, ce choix-là était un choix osé, parce que c'est aussi une satire d'Hollywood où ils y vont pleinement, et ça n'a pas dû faire plaisir à tout le monde. Et il se met en danger véritablement dans ce film. Il prouve qu'il a une puissance comique qui, malheureusement, qu'on ne retrouvera pas, je trouve, dans la suite, dans la suite de sa carrière. Ouais. Et voilà. Et c'est un film qui a, comment dire, qui a marchoté, qui n'a pas explosé, mais qui a quand même qui a été bénéficiaire. Mais... Bah oui, je disais, j'avais vu, attends, je l'avais noté, je crois, attends, je retourne sur le site, 24 millions de budget, donc c'est pas mal, hein. Et recettes montent 65, donc oui, ça va. Pour l'époque, c'était très honorable. C'était honorable, si c'est un succès d'estime fou. La preuve, on en fait une vidéo et les gens qui nous écoutent s'en souviennent comme si c'était hier. Ouais, il y a quelqu'un qui a dit que c'était culte, et c'est vrai que c'est un film qui a une sorte d'aura de culte, hein. Enfin, il est un peu à part, hein, franchement, quoi. Il est un peu à part. Puis dans l'esprit des films qu'on aime, on avait eu la chance tous les deux, vous pourrez retrouver la vidéo sur nos chaînes respectives, de parler de Midnight Run. Il y a cet esprit-là aussi qui est dans La Manière forte. C'est pour ça que j'adore ces films. C'est vrai. Ouais, j'adore ces films. Voilà. Et donc, ça a été le choix d'une star. Voilà. Comment continuer après une énorme saga? C'était ce film. Je trouve un choix culotté. Après, il fera quelque chose de beaucoup plus classique. Un film qui n'a pas été compris parce que c'était un film, en gros, c'était un film des années 30-40, revisité Doc Hollywood, tu vois, qui a un certain charme, qui est pas, tu vas pas mourir de rire avec Doc Hollywood, mais qui a un charme, surtout si tu aimes. C'est mignon, mais c'est pas génial, c'est pas un grand film. C'est pas un grand film. Mais toujours est-il qu'il y a quand même une histoire autour de Doc Hollywood. Tu sais ça, Alex, c'est que Cars de Pixar est souvent considéré comme un plagiat de Doc Hollywood. Excellent, d'accord. Au niveau scénar, et ils ont eu même des problèmes, et c'est un plagiat. Quand tu regardes, effectivement. Ah, oui, ça y est, je vois les points communs. Ouais, exact. Oui. Gros. Sur la trame. Ouais, exact. Et une des blagues à Hollywood, c'est dire Cars, ah oui, Doc Hollywood, le remake. Tu vois. donc voilà le choix d'une star. Je trouve que c'était vraiment intéressant qu'on fasse ça. Puis c'est une suite d'une vidéo qu'on avait déjà faite. Toujours un énorme plaisir d'être avec toi, Alex. La fuite en vidéo, évidemment, je ne te présente plus. Voilà, on est extrêmement fan. On suit tes journaux à chaque fois assidûment. Puis, et puis, tu vas nous faire bientôt une nouvelle reco. Bien sûr, mais oui. On attendra ça avec impatience. On se dit à bientôt pour un nouveau film. Les amis. Bientôt pour un nouveau film qu'on va vous narrer avec grand plaisir. Portez-vous bien. Ciao. Ça marche. Ciao les amis.